l'idéal reste, dans le monde orthodoxe, que les gens passent de la yeshiva au kollel et restent étudiés, mais les rabbanim sont des gens en gros normaux, ils voient bien que à l'intérieur même du monde haredi, on ne peut pas fournir une parnassa à tous ces gens-là. Le Rav Chaim Kanievski, dirigeant spirituel du monde haredi, est décédé à Purim et près d'un demi-million de personnes ont participé à son enterrement à Bnei Brak. Sa disparition repose la question de savoir qui va lui succéder et comment le monde ultra-orthodoxe va réagir à sa disparition. Pour en parler, je reçois ce matin Catherine Garçon, journaliste, spécialiste du monde haredi. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors la première question, c'est à quel point le Rav Kanievski et son potentiel successeur, on parle du Rav Gershon Edelstein, sont-ils importants pour le monde haredi? À quel point ce qu'on qualifie de Gadol Hador joue un rôle dans la vie quotidienne du public haredi en Israël? Oui, ça joue un rôle excessivement important. Je pense que, cela dit, il faut différencier entre Rav Kanievski et le Rav Gershon Edelstein qui va visiblement lui succéder. Le Rav Kanievski était quelqu'un qui vivait de manière très modeste, un peu coupé du monde. Sa tête n'était que dans le limoud, que dans l'étude de la Torah. On venait le voir, il donnait des brachot, et il a peu à peu pris le rôle un peu de... Tout en étant un vrai lituanien au niveau de sa pensée, au niveau de son approche, comme un rebbe chassidique. Ça veut dire les gens venaient de tous les horizons, lui raconter leurs problèmes, lui demander une bracha, une bénédiction. Et d'ailleurs, je pense que quelque chose qui est très symbolique, c'est quand les fans, la familia du Betar Yerushalayim, tend un grand panneau pour saluer la mémoire de Rav Kanievski. Donc lui, il a en fait été le Gadol Hador pour tout le monde. C'est-à-dire, clairement, il touchait tout le monde, il recevait tout le monde, avec quelque chose qui était aussi quelque part, pas défaut, mais c'est qu'il était coupé beaucoup de la réalité. C'est-à-dire, la réalité lui passait à travers, en général, les gens autour de lui, et surtout, comme tout le monde le sait, son petit-fils, Yanki Kanievski. Rav Edelstein, c'est la même pensée, c'est-à-dire c'est aussi un Lituanien, une personne âgée qui est née à l'étranger, puisque ça va être un des derniers à ne pas être né en Eretz Israël. Il jouera, oui, le rôle du Gadol Hador, mais de manière différente, parce que lui, bien qu'il soit plus vieux que Rav Kanievski le jour de sa mort, lui, il va à Poniovitch, sa yeshiva, puisqu'il est un des rosh yeshiva de Poniovitch, il voit des gens, il va pas donner des brachot comme Rav Kanievski, il sera sûrement moins, entre guillemets, charismatique, mais sûrement tout aussi écouté. Alors, on a le sentiment que ces rabbanim, ces personnalités très importantes jouent un rôle non seulement dans la vie quotidienne du monde haredi, parce que ce sont des décisionnaires en général, même si Rav Kanievski lui-même ne servait pas comme dayan, comme juge rabbinique, mais aussi au niveau politique. Leur influence était énorme, et on se souvient, pendant la crise du corona, que Netanyahou voulait lui parler pour le convaincre de fermer les yeshivot. Est-ce que c'est encore d'actualité que ces rabbanim ont une telle influence sur la vie politique israélienne? Rappelons qu'aujourd'hui, le parti Yahadut HaTorah est dans l'opposition après des dizaines d'années au sein des coalitions. Oui et non. Oui, ça a une importance parce qu'effectivement, d'abord, ils ont un parti qui est Yahadut HaTorah et donc qui représente des voix qui seraient éventuellement nécessaires si le Likoud, avec ses alliés, revenait au pouvoir. Et pour avoir effectivement les voix de ce parti, il y a des concessions qui sont faites. Mais bon, dans tous les gouvernements, il y a des concessions qui sont faites. Maintenant, Rav Edelstein, quand certaines choses vont être probablement en balance, il pourra intervenir, mais on va dire que pour le moment, il ne semble pas, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, quelqu'un qui va directement à intervenir dans la vie politique. Il faut savoir qu'il a que Rav Edelstein a une vision peut-être plus ouverte
Il n'a jamais condamné clairement d'aller le faire. Il ne dit pas, bien sûr que personne ne dit pas d'aller à l'armée, mais il ne condamne pas les gens qui vont à l'armée. Il a toujours dit que les gens dans les familles orthodoxes, s'il y avait un enfant qui devenait non religieux, il fallait l'accueillir, même accueillir avec sa petite amie, même supporter le fait qu'il n'était pas habillé comme le veut les normes. Donc, il y aura sûrement une ouverture un peu plus grande qu'avec Rav Kanievski, pas énorme, parce que on est dans un monde orthodoxe, et probablement, ça ne passera moins par ce qu'on appelle des askanim, c'est-à-dire son entourage aura moins de poids, puisque pour le moment, Rav Edelstein a des contacts avec l'extérieur, sort dans la rue, voit ce qui se passe. Donc je pense que, puisque ça sera moins filtré par son entourage, ça sera toujours un peu filtré, mais beaucoup moins que chez Rav Kanievski, les décisions seront peut-être plus en relation avec la réalité environnante. Il y a eu un débat le jour de l'enterrement du Rav Kanievski, à parler de tout le centre du pays qui était bloqué. Ça a provoqué un débat en Israël autour du fait que soudain tout le pays est bloqué. Comment on voit ça dans le monde Haredi, justement, que c'est que pour ces rabbins qu'il y ait tellement de gens qui aillent à l'enterrement, et pourquoi c'était si important d'être présent pour des centaines de milliers de personnes? Bon, d'abord, c'est un grand Talmid Racham, un Gadol qui s'en va. Et pour beaucoup de gens, c'est important de montrer par leur présence le respect, et quelque part, parce qu'il était très aimé dans une certaine frange de la population, donc l'amour qu'il lui portait. C'est pour ça que c'était important pour beaucoup, beaucoup de gens d'être là. C'est vrai que ça a un peu bloqué le centre du pays. Bon, je crois qu'on s'est aussi fait des scénarios catastrophes et que c'était pas aussi... Ils ne sont pas arrivés du tout. Oui. Et qui n'étaient pas aussi... On a parlé de Méron, on a parlé de tout un tas de choses. Mais oui, quand quelqu'un s'en va, quand quelqu'un d'important s'en va, je pense que le monde orthodoxe, le monde Haredi, veut montrer que cette personne avait une importance, veut montrer l'attachement, veut montrer le respect, et c'est pour ça que les gens se déplacent à un tel niveau. Alors, le monde Haredi évolue, c'est pas nouveau de ces dernières années. Vous avez évoqué le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes du monde Haredi qui vont à l'armée, mais surtout, un phénomène beaucoup plus important, de plus en plus d'hommes Haredim quittent la yeshiva pour aller travailler, tout simplement. Et ces changements, longtemps paraissaient totalement... C'est presque une question taboue dans le monde Haredi, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est assez naturel, et il y a des boîtes de high-tech à Bnei Brak, un peu partout, de plus en plus de Haredim travaillent. Est-ce que ça veut dire que les rabbanim, les dirigeants spirituels du monde Haredi ont moins d'influence, ou est-ce qu'eux aussi ont changé? On peut comparer avec ce qui s'est passé il y a 30 ans avec le Rav Shar, qui était beaucoup plus, rigoriste par rapport à toutes ces questions. Rav Shar était la ligne la plus rigoriste qu'on pouvait imaginer. C'est sûr que les rabbanim, les poskim voient l'évolution. Ils vont l'accompagner. C'est-à-dire, on est passé de la condamnation pure et simple, le fait qu'on ne pouvait pas faire d'études non profanes, à une acceptation. Je ne dis pas une acceptation avec enthousiasme. Une acceptation qui, par exemple, a été reflétée par le fait que maintenant, le rabbi de Belz a annoncé que oui, il allait entrer dans ces institutions, ce qu'on appelle l'imoudé liba, c'est-à-dire le minimum syndical. Des matières profanes, l'anglais, les mathématiques. Voilà. Et ça, c'est une grosse évolution, parce que le Rebbe de Belz, dans le monde chassidique, a une importance. On pense qu'il sera suivi probablement par d'autres chassidoutes qui vont peut-être un peu attendre de voir comment ça se passe. Dans le monde lituanien, il y a déjà des écoles qui commencent. Avant, je me souviens qu'au temps de Ratchar, quand il y avait eu comme ça une volonté de faire une école un peu plus ouverte avec justement un peu d'anglais, un peu de maths. Tout de suite, il y avait une condamnation dure, hein, le couperet qui tombait et les gens n'osaient pas. Là, le couperet ne tombe plus. On laisse quelque part faire. L'idéal reste, dans le monde orthodoxe, que les gens passent de la yeshiva au kollel et restent étudiés, mais
les rabbinim sont des gens en gros normaux, ils voient bien que à l'intérieur même du monde Haredi, on ne peut pas fournir une parnassa à tous ces gens-là. Il fut un temps où le monde Haredi était petit. Donc, si on avait besoin de travailler, on pouvait aller être Mora au Bet Yaakov ou Rebbe dans un cheder ou quelque chose comme ça. Et c'était bon parce qu'on avait de quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas. Même si le monde Haredi a énormément grandi, il ne peut plus fournir à l'intérieur même du travail. Donc, les rabbinim vont probablement accompagner ce mouvement en essayant d'en limiter les conséquences. Est-ce que vous avez évoqué les chassidim, le monde chassidique, le monde lituanien, donc deux mondes qui, d'un œil extérieur, on ne voit pas toujours la différence. Quand on parle du monde haredi, donc 1,5 million de personnes environ en Israël, et est-ce qu'aujourd'hui, justement, ces deux parties de la société harédite se sont éloignées l'une de l'autre, ou au contraire se rapprochent de plus en plus. Et on a vu aussi des chassidim qui étaient présents à l'enterrement du Rav Kanievski, alors que ce n'était pas du tout leur maître direct, mais pourtant on sent quelque part... Alors Rav Kanievski, justement, par cette espèce d'ouverture au problème d'autrui, pas au problème sociétal, au problème d'autrui, a eu effectivement énormément de chassidim qui se sont reliés avec lui. Et donc, ce qui n'est pas étonnant qu'il y avait des chassidim, et puis bon, les chassidim, ils savent que c'était un gadol, qu'il est mort, ils voulaient être là. Alors, il y a eu un moment où c'était très très tendu, on se souvient au temps de Rav Shah, etc. Peu à peu, les divergences se sont calmées. Aujourd'hui, c'est sûr que si c'est Rav Edelstein, visiblement c'est Rav Edelstein qui va être le prochain référent lituanien, ça sera moins proche du cœur des chassidim. À la base, quand on voit, effectivement, ils vivent des choses un peu différentes. Le monde chassidique ne fonctionne pas comme le monde lituanien. Néanmoins, je pense que pour ce qu'on peut voir pour le proche futur, il n'y a plus cette espèce de coupure, de fossé qui séparait les deux. Et le fossé entre le monde dit chilonien en Israël, disons des juifs non pratiquants, et le monde haredi, est-ce qu'il s'est aussi rétréci? Et justement, on a parlé, c'est cette banderole au stade rendant hommage au Rav Kanievski. On avait vu, on a l'impression, avec de plus en plus de familles aussi, qui ont dans leur propre famille, dans le monde haredi, des gens qui sont en dehors, qui ont quitté le monde haredi. Est-ce qu'au fil des années, il y a plus de compréhension d'un côté comme de l'autre pour le... Je ne sais pas s'il y a plus de compréhension. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de compréhension. J'ai l'impression qu'il y a plus d'acceptation, ce qui est pas pareil. C'est-à-dire, je pense que un Haredi normal, s'il a quelqu'un dans sa famille ou des proches qui ne laisse tomber les mitzvot, il pense toujours qu'il a tort. Et un Chiloni qui, dans sa famille, a quelqu'un qui devient un Baal Tshuva orthodoxe, pense toujours que c'est pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Néanmoins, il y a une beaucoup plus grande acceptation parce que justement, il y a des interactions dans les deux milieux, parce qu'il y a de plus en plus de familles des deux côtés qui ont des gens qui ont traversé, si j'ose dire, la rue. Et donc, il y a une acceptation comme ça, et moi aussi j'ai l'impression, et ça, malgré, je vais le dire, souvent les médias qui essayent de jouer un rôle pas toujours très sympathique vis-à-vis des Haredim pour toujours les montrer du doigt, etc. J'ai l'impression que la société israélienne dans son ensemble est plus, entre guillemets, traditionnaliste ou plus religieuse qu'avant. C'est-à-dire, c'est pas plus orthodoxe qu'avant. Bon, des orthodoxes, ils croisent de manière normale parce qu'ils ont beaucoup d'enfants et des gens les rejoignent. Les gens sont pas plus orthodoxes, mais sont plus traditionnalistes, sont plus proches à écouter que des gens vivent une Torah de manière totale et complète. Et du coup, je pense que c'est pas tellement la compréhension, mais c'est surtout l'acceptation, et que ça, pour moi, peut-être je me trompe, ça correspond au fait que la société israélienne, malgré tout, est devenue plus traditionnaliste qu'elle l'était peut-être il y a 30 ou 40 ans. Alors, ma dernière question, justement, sur le même sujet, finalement. On a vu pendant la crise du Corona, et vous-même, vous êtes exprimé, vous avez été très critique de certaines positions du monde haredi. Justement, quand il y avait la crise sanitaire et que certains voulaient garder ouvertes les yeshivot, et ça a provoqué vraiment une scission en Israël avec les gens qui disaient comment eux, ils croient qu'ils sont à part, le virus circule partout, etc. Est-ce que vous pensez que justement cette crise
crise a accentué l'incompréhension entre ces deux mondes, ou finalement, au sein même du monde Haredi, comme vous l'avez fait, est-ce qu'il y a eu d'autres voix pour dire non, le virus nous touche tous et on doit respecter les... Alors, parmi ceux qui clairement ont dit depuis le début qu'il fallait écouter ce que disait le gouvernement sur le corona, c'était Rav Gershon Edelstein, qui lui n'a jamais hésité à dire les directives, c'est des directives de santé, on fait ce que dit le gouvernement, qui a ses spécialistes, etc. Alors, c'est sûr que ça a provoqué à l'époque une espèce de crise à l'intérieur du monde Haredi, où certains pensaient que une partie de leurs responsables était un peu coupable des morts qui avaient attrapé le virus. Je pense que, si j'ose dire, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, c'est un peu comme quand on a dit là on sort plus, on est enfermé, quand on rouvrira, les gens n'iront plus consommer, les gens auront compris qu'on peut vivre sans la consommation. Dès qu'on a ouvert les portes, les gens se sont rués sur tous les magasins possibles. Et je pense que l'Avdil, c'est aussi ce qui s'est passé dans le monde Haredi. Il y a eu des grosses critiques, parce que sur le moment, c'est vrai que les gens mouraient et que c'était difficile à supporter et qu'on savait qu'il y avait des mariages clandestins. Je veux dire, quand on vit dans le monde Haredi, on sait ce qui s'est passé, les mariages clandestins, les gens qui priaient sans masque, qui ne respectaient rien. Donc, au moment du summum de l'épidémie, ça a engendré quelque chose de très dur. Et puis maintenant que l'épidémie, on espère, est en train de peu à peu passer, les choses sont revenues. Ça a quand même donné, pour certains, un petit mouvement d'autonomie. Je pense que la conséquence la pire, ça sera que certains se sont rendus compte dans les yeshivot qu'on n'avait pas besoin d'eux, puisque quand les yeshivot ont dû restreindre le nombre de leurs talmidim, ils ont gardé les bons, et ceux qui font de la figuration et qui peut-être ne se rendaient pas compte qu'ils faisaient de la figuration, se sont retrouvés dehors. Ça leur a donné une appréciation plus, dirons-nous, nuancée du monde dans lequel ils étaient. Maintenant, je pense que la crise du corona, c'est comme dans la société environnante, elle est un petit peu, la crise, je pense, au niveau intellectuel et moral, elle est un peu derrière nous. Merci Catherine Garçon pour ces éclaircissements et merci d'avoir accepté notre invitation à nous expliquer un peu mieux le monde Haredi que souvent on ne comprend pas bien. Merci de m'avoir invité.